Amis résistants, bonjour. Voici que je dois commenter aujourd'hui le départ du second ministre de l'écologie de M. Macron. M. François de Rugy s'en va, dans des conditions totalement différentes du départ de Nicolas Hulot, qui, le 28 août dernier, annonçait sur France Inter son départ pour des raisons que la presse s'est bien gardée d'expliciter. Or, nous l'avons entendu très explicitement, justement, indiquer qu'il était parti parce que la veille au soir, le lundi 27 août, à l'Élysée, s'étaient réunis autour du président de la République les chasseurs avec le lobbyiste de la chasse, M. Thierry Coste. Et la présence d'un lobbyiste de la chasse, M. Thierry Coste, a ulcéré Nicolas Hulot et a déterminé le lendemain matin l'annonce de son départ. Mais ça, voyez-vous, la presse ne l'a pas analysé. Monsieur François de Rugy, lui, a été victime de petites histoires. Alors permettez-moi tout d'abord de saluer, dans notre République qui est de moins en moins tournée vers les libertés fondamentales et vers l'acceptation de la remise en cause, de saluer la presse. La presse fait un travail précieux de dénonciation des faits. Et rendons hommage à Mediapart, comme on pourrait le faire à d'autres organes de presse qui pratiquent encore l'irrévérence à l'égard de Sa Majesté. Il faut que des journalistes, il faut que des avocats se battent pour la vérité des faits, pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression, de manifestation dans ce pays, manifestation qui n'est pas uniquement un phénomène de casseurs. La presse officielle, vous savez, la presse dont les oligarques sont propriétaires, commente les manifestations à Hong Kong ou à Moscou avec des termes élogieux. Le peuple est en colère, le peuple manifeste. À Paris, il y a des huées contre le chef de l'État, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ce sont des casseurs, des voyous, presque des hooligans, en tout cas des Black Blocs, des gens que le peuple doit réprouver, sous-entendu. Qu'est-ce que c'est que cette information orientée, pour ne pas dire plus? Donc, j'en reviens au malheur de M. François de Rugy. M. de Rugy est tombé sur des petites histoires. Et je vais vous dire que pour ma part, je déteste plus que tout le lynchage des personnes, même des gens qui ne sont pas de mon bord. Et je n'aurai aucune indulgence pour M. de Rugy, mais j'avoue ne pas avoir goûté ce qu'on appelle le homard gate, c'est-à-dire le fait qu'il ait fait des repas dits somptueux avec des amis. Comme si tous les dirigeants de ce pays, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, ne fréquentaient pas les milliardaires, les hommes d'affaires. Et bien sûr, quand les gens dînent dans ces milieux-là, on ne mange pas des moules frites ou des pommes de terre à l'eau. Ça va de soi. Alors, je veux dire, là, c'est des petites histoires, alors que le scandale est ailleurs. Le scandale, ce n'est pas qu'un ministre ait du monde à sa table. Franchement, c'est des peccadilles, tout ça, ce sont des peccadilles. Le scandale réside dans le rôle que les lobbies jouent dans l'appareil d'État. Le fait que les ministres et le président soient entourés de gens qui sont là, payés, pour défendre des causes, c'est inadmissible. Dans une société pluraliste et démocratique, il est normal que les syndicats, les associations, les partis militent, pétitionnent, interviennent auprès des décideurs pour défendre les intérêts de leur mandat. C'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est le rôle que l'argent joue dans cette corruption morale. Et je dis morale pour ne pas dire autre chose. Parce que certains groupes de pression, qui ne représentent pas grand-chose, dans l'industrie, dans la santé, dans l'agrochimie, ou à la chasse, qui représentent des minorités et d'infimes minorités, pèsent de tout leur poids sur l'appareil décisionnel parce que ces gens-là ont de l'argent, payent à prix d'or des professionnels qui font le siège des ministères, des parlements et des présidents pour obtenir pour leur mandat des faveurs. Et ça, c'est scandaleux. Le lobbying ne participe pas à la vie démocratique, il la corrompt, il la vicie, et il faudrait ériger en délit correctionnel le fait
d'exercer des activités de lobby. Le lobby est inadmissible. Ce qui est admissible, c'est que tout groupe humain s'organise librement en association, en syndicat, en parti, pour faire valoir ses intérêts. Ce qui est scandaleux, c'est que les hommes politiques s'entourent de professionnels qui, par de l'argent, par la finance, essaient d'influencer les décisions. Et c'est là le scandale. C'est pas que M. de Rugy ait mangé du homard ou ait reçu ses amis. Franchement, nous ne sommes pas dans une politique de ressentiment en disant « Ah ah, on ne peut pas le faire, on aurait bien fait la même chose qu'eux, mais comme on ne peut pas, on n'est pas content et on est très content de leur donner le coup de pied de l'âne, de les lyncher lorsqu'ils sont à terre. » Je déteste cela. Je vais vous dire que d'une manière générale, un philosophe grec qui s'appelait Solon avait édicté cette loi à l'issue d'une guerre civile ou d'un affrontement dans la cité, dans la société. Les vainqueurs devraient toujours s'abstenir de juger les vaincus. Au pire, pourrait-il juger ceux qui ont refusé de prendre parti? Eh bien, cette sagesse, notre époque ne la pratique guère. Vous savez, le Capitole est proche de la roche torpéienne, d'où on balançait les condamnés à mort. C'est-à-dire qu'on a vite fait de mettre quelqu'un au pinacle, de lui reconnaître tous les droits, tous les privilèges, tous les avantages, et le jour où il tombe, de l'écraser. C'est moralement tout à fait regrettable. Alors, M. de Rugy a fait mal. Il a fait très mal, mais non pas en faisant des banquets. Il a fait très mal en se faisant élire dans un parti de gauche, qui était de gauche à l'époque, les Verts, d'avoir soutenu le gouvernement socialiste, d'avoir pris part à la primaire de la belle alliance populaire de la gauche en janvier 2017, primaire dans laquelle il s'était engagé à soutenir le candidat qui serait issu de cette primaire, et qui était M. Benoît Hamon, et qui en fait, ayant été battu à la primaire, M. de Rugy s'est immédiatement rallié à M. Macron, alors que quelques semaines auparavant, il indiquait que Macron, homme des banques, homme de la finance, homme de l'argent, homme des entreprises, n'avait rien d'écologiste. C'est M. de Rugy qui le disait alors. Eh bien, il s'est rallié à M. Macron, il en a été récompensé en devenant président de l'Assemblée nationale, puis ministre. Ça, c'est beaucoup plus problématique que les petites histoires que Mediapart a exhumées sans doute à juste titre, mais qui me paraissent bien inférieures en gravité à ce qui s'était passé auparavant. Maintenant, au gouvernement français, c'est clair, il n'y a plus aucun écologiste. Et il n'y a aucune écologie dans ce gouvernement. Évidemment, rien n'a été fait, rien ne sera fait pour protéger la faune, la flore et les milieux naturels. Faune, flore, milieu naturel, c'est ça l'écologie. C'est pas donner de l'argent à Total ou à Vinci pour mettre des éoliennes partout, ou pour faire des profits, ou pour modifier la fiscalité en la faisant peser sur le peuple et en déchargeant en même temps les oligarques. Ça, j'allais dire, c'est des astuces grossières par lesquelles on essaie de duper les gens et peindre en vert des mesures qui sont des mesures souvent antisociales et antinaturelles. Mais l'écologie, c'est défendre la faune, la flore et les milieux naturels. C'est ça l'écologie, et c'est réconcilier l'homme avec la nature et la planète. Donc maintenant tout est clair, il n'y a plus d'écologistes. Dans le gouvernement français, il n'y a plus d'alibi écologiste. Ce que nous avions expliqué depuis le départ se trouve entièrement confirmé. Amis résistants. Voilà. Eh bien oui, le climat s'altère. Nous vivons des canicules épouvantables. Je ne confonds pas le climat et la météo. Mais néanmoins, il faut penser en ce moment à la nature, en France. Nature qui souffre. Les animaux sauvages, la flore, nos forêts souffrent énormément du fait des excès de température et de sécheresse. Les hommes, on peut se protéger, on a des ventilateurs, on a des climatiseurs, on a la possibilité de prendre des douches, de se rafraîchir. Les arbres, eux, ils vont mourir. Les arbres vont mourir, notre forêt est en danger parce que ces canicules et cette sécheresse mettent en péril la diversité biologique de notre pays. Pensons-y. Pensons aussi en cet été à un autre sujet que je dois aborder rapidement. C'est la question des corridas. Tous les étés, dans les villes du sud de la France, cette pratique barbare, qui est absolument inexcusable, consistant à torturer pendant 20 minutes un herbivore pour faire jouir une foule malsaine qui se repaît de ce spectacle au nom de pseudo-traditions, pourquoi pas aussi
continuer les combats de gladiateurs? Pourquoi pas rétablir l'esclavage? Pourquoi pas rétablir les ordalies, la peine de mort, les bûchers, que sais-je encore? Toutes choses qui furent extrêmement traditionnelles, extrêmement usitées dans le passé. Vous savez, si nous sommes dans un État tant soit peu civilisé, un peu plus policé qu'il ne l'a été, c'est à coup d'abolition des traditions. Si on avait dû rester à des traditions, nous en serions encore dans la préhistoire. Alors ceux qui viennent nous dire que la corrida est une tradition, d'abord c'est une tradition en France qui ne remonte qu'à 1860, donc ce n'est pas une tradition qui remonte à très loin, c'est une tradition qui n'a que 150 ans dans notre pays, et donc qui n'a pas sa place ici. C'est une barbarie, c'est de la torture d'un animal pour le plaisir de gens qui sont sadiques et qui savourent cela d'une manière que je trouve inquiétante. Comment peut-on avoir du plaisir à avoir torturé un être vivant et à se réjouir de sa mort? Alors j'entends certains verbiages autour de ça, des arguments très fumeux qui vraiment ne résistent pas à l'analyse. C'est le combat de l'homme contre la sauvagerie, c'est la maîtrise de la mort. Pire, qu'est-ce que c'est que tout cela? Avec de tels propos, on pourrait tout justifier. Justifier les pires crimes des nazis, justifier les camps de concentration. Après tout, Hitler ou Napoléon étaient de grands bienfaiteurs de l'humanité. Ils ont permis à des jeunes gens à mourir dans la fleur de l'âge à 20 ou 25 ans sur les champs de bataille, alors que ces jeunes gens, 40 ou 50 ans plus tard, seraient morts d'un cancer du pancréas. Donc ce sont des grands bienfaiteurs de l'humanité. Et ça s'appelle, ce raisonnement-là, mes amis, un sophisme, c'est-à-dire une fausse bonne idée. Eh bien, quand les gens vous disent « le taureau de combat est heureux de combattre dans l'arène », c'est la tradition, c'est l'homme qui maîtrise la peur de la mort. Tout ça, c'est de la fumée. Ce sont des prétextes. Les faits sont les faits. Et la corrida, c'est quoi? La corrida, c'est une séance de torture en public pour que les gens profitent de cela. C'est du sadisme érigé en spectacle. Abolissons la corrida, car c'est honteux à notre époque de jouir de la souffrance d'un être vivant, quel qu'il soit. C'est pas conforme à la civilisation. Ce n'est pas tolérable, parce que tolérer le crime, c'est déjà une faute considérable. Allez, à d'autres réflexions, mes amis. À bientôt. Bonne fin de journée à tous.